Bienvenue au podcast de Mots en Mieux présenté par La Traversée. Cet organisme communautaire sans but lucratif a pour mission d'offrir du soutien et de l'accompagnement aux personnes vivant ou ayant vécu avec une problématique de santé mentale ou Kamouraska. Puis ensemble, on est vos animatrices pour de Mots en Mieux, le podcast qui dynamise l'éducation à la santé mentale. Oui, et pour cette saison, on s'est vraiment donné comme mot d'ordre accueil, sensibilisation, nuance, bienveillance. Oui, alors installez-vous bien, puis on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Salut Laetitia. Allô Sandrine, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Toujours contente de commencer ce podcast-là avec toi. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet que je trouve comme super pertinent à aborder. Oui. Donc, c'est sûr que quand on y trouve un sens, c'est facile de se motiver. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, on va parler de comment tirer le meilleur d'un suivi. Donc, en relation d'aide. Est-ce que tu veux peut-être me parler un petit peu de comment tu perçois ce podcast-là? Tu sais, qu'est-ce qui nous a amené dans le fond là, à vouloir aborder le sujet? Oui, bien, on sait que aller chercher de l'aide, c'est pas toujours facile. Puis c'est pas non plus... on commence de plus en plus à en parler, mais tu sais, si on se remet un petit peu, il y a 5 ans même, avant la pandémie, on en parlait beaucoup moins, aller chercher de l'aide, que ça soit voir... en fait, peu importe quel professionnel en relation d'aide, c'était très tabou. Les personnes ne disaient pas qu'il y avait un suivi, ils n'en parlaient pas, ils gardaient ça vraiment pour eux. Puis, on sait que ça aide beaucoup. Tu sais, on veut pas, on est intervenante. Oui. Puis, on voulait, c'est ça, un peu donner des trucs, des astuces, faire réfléchir aussi les personnes à savoir comment réussir vraiment à tirer le meilleur de son suivi. Puis c'est quand même important de dire que le but, c'est pas de finir ton suivi ou d'être dans la perfection. Non. Notre but d'épisode, c'est juste vraiment que les personnes soient capables de mettre en place le plus possible d'actions puis qu'ils se sentent le mieux pendant leur suivi. Absolument. Puis tu sais, je trouve que l'expression « comment tirer le meilleur », ben ça met vraiment l'accent sur le fait que c'est un processus, puis c'est des sujets, des réflexions qu'on va aborder qui vont vraiment être pour la personne qui va être la personne aidée, comme j'aime l'appeler. Parce que justement, tu sais, c'est pas pour faciliter la job de l'intervenant, ou c'est pour faciliter sa job, c'est pour justement qu'il y ait plus d'impact positif sur la relation qu'on va développer. Puis tu sais, je sais aussi que selon les études qui sont faites sur la relation d'aide, la psychologie, la psychothérapie, le facteur numéro 1 qui va déterminer comme si le traitement va avoir des impacts positifs de longue durée, va bien fonctionner, c'est vraiment la relation thérapeutique. Puis ça, développer une relation thérapeutique, autant les intervenants, oui, ils vont comme avoir certains cours là-dessus, une certaine formation là-dessus, mais on dirait qu'on est zéro préparé quand on va pour recevoir cette aide-là, de à quoi ça ressemble, puis comment est-ce qu'on peut peut-être s'ouvrir à cette relation de confiance-là. Oui, vraiment, puis je pense que beaucoup de monde aussi ont peur d'aller chercher de l'aide. Donc, juste le premier move d'aller en demander, c'est difficile, mais aussi faire le suivi, c'est pas quelque chose qui est toujours facile. Puis on a beaucoup de croyances aussi qui sont erronées en lien avec les suivis psychosociaux. Donc je pense que c'est ça un peu qu'on veut parler aujourd'hui. Absolument. Puis écoute Laetitia, là, justement, avant qu'on tombe un peu plus dans le vif du sujet, en fait, pendant que je faisais des recherches sur le podcast, je suis tombée sur un petit avertissement. Une petite donnée qui m'a vraiment secouée. Puis j'aurais aimé ça peut-être là, justement en parler avec toi puis avec les gens qui nous écoutent. Oui. En fait, j'imagine que tu connais d'emblée le principe que les recherches en médecine, principalement les recherches à la santé en sciences, il y a vraiment un biais où que les recherches sont faites principalement sur le corps des hommes. Ouais. Puis ça fait en sorte que les services reçus médicaux sur les femmes, souvent, ne seront pas nécessairement adaptés à leur réalité biologique. J'ai été surprise d'apprendre, mais malheureusement pas étonnée, que c'est la même chose en psychologie. OK. Oui, puis psychologie, psychiatrie, c'est-à-dire que
Bien que maintenant, dans les recherches, c'est très contrôlé pour essayer que ça soit là, une population qu'on étudie qui soit de plus en plus représentative. Si on va chercher, de base, quand les concepts de psychologie, eux, ont été créés ou ont été apportés, ça s'adressait principalement à des hommes. Et donc, je pense que c'est vraiment facile dans une réalité de femme de tomber, de ne pas être adéquatement diagnostiqué, ou de ne pas être adéquatement accompagné. Et donc, c'est pour ça, tu sais, quand je faisais ces recherches-là, je pense que faut garder en tête, quand on est une femme qui va chercher de l'aide, idéalement d'être face à un intervenant qui va avoir cette conscience-là de ses biais associés à sa profession, associés à son domaine d'études ou d'expertise. Puis idéalement, même, je dirais quelqu'un qui a en quelque sorte une approche féministe. Parce qu'on peut pas, là, en tout cas, toi, tu aussi, t'es en travail social, mais on peut pas être là pour être quelqu'un si on n'est pas un minimum engagé. Vraiment. Tout comme, tu sais, il faut nommer que le DSM, petite parenthèse, le DSM, c'est le manuel diagnostique qui est beaucoup utilisé en Amérique du Nord pour tout ce qui est là, des troubles mentaux, des troubles psychiatriques. Le DSM a un gros biais culturel, dans le sens que, comme ce qui est c'est considéré comme un trouble mental en Occident, c'est une normalité dans d'autres cultures, dans d'autres pays. Fait qu'il faut vraiment avoir un regard critique, puis il faut vraiment que l'intervenant qui est devant nous ait conscience de ces biais-là. Parce que vraiment, ça peut amener des mauvais diagnostics, ça peut amener de passer à côté de certains diagnostics, et au final, qu'il y ait diagnostic ou non, ça peut même amener à ce qu'il y ait une mauvaise intervention, puis ce qui peut briser le lien de confiance de la personne envers le processus de recevoir de l'aide. Fait que, c'est à savoir qu'il faut pas... faut savoir ces nuances-là, je pense, avant d'entrer en relation d'aide, pour savoir un peu décortiquer, peut-être pas, je ne dirais pas le terme red flag chez un intervenant, mais certains obstacles à un bon suivi. Oui, c'est vraiment intéressant que tu le nommes. Puis je pense aussi, si jamais vous vivez des situations comme ça, vous êtes une personne d'une autre culture, puis vous avez un suivi, par exemple, ici au Québec, si jamais l'intervenant n'est pas nécessairement au courant de ça, juste lui en parler. Je pense que c'est quand même déjà une base, puis de le nommer aussi, ça peut être facilitant, parce que c'est vrai que le DSM-5 a été fait pour ici, il n'a pas été fait pour dans une autre place. Donc, c'est vraiment différent, puis on le sait en tant qu'intervenant que c'est très, très, très important aussi de s'informer des autres cultures, ou si jamais on fait des consultations avec un usager qui est d'une autre culture, de aussi s'ajuster. Justement, là, je voulais te demander par rapport à ça, est-ce qu'il y a des trucs que tu sais que ça serait pertinent en tant qu'individu, on sache avant d'entrer dans un suivi, justement? Oui, vraiment, parce que je pense que c'est important, avant le suivi, d'avoir une petite préparation, pendant et le après aussi. Puis une chose que je trouve vraiment intéressante à nommer et que je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est que l'intervenant, il va être l'expert de l'intervention. Mais par exemple, si toi, tu consultes, tu vas être l'expert de ton propre vécu. Puis ça, il faut le nommer parce que c'est pas vrai que l'intervenant connaît tout. C'est pas vrai que l'intervenant, il est parfait ou qu'il est plus haut que toi. Vraiment pas. C'est toi qui vis la situation. C'est toi qui vis tes propres émotions. Donc, je pense que si on le voit de cette manière-là, on va être capable, premièrement, d'être un petit peu plus dans l'égalité. Deuxièmement, quand on se sent équitable ou égal à la personne, c'est beaucoup plus facile d'être en confiance, de se confier aussi à cette personne-là. Puis on comprend que le pouvoir ne revient pas non plus juste à l'intervenant. Nous, notre but en tant qu'intervenant, c'est de redonner du pouvoir à la personne. Donc, je pense de le voir de cette façon-là, c'est vraiment, vraiment important. Oui, absolument. Puis tu sais, c'est fou parce que ce que j'entends vraiment, vraiment souvent des gens qui ont eu un suivi puis que le suivi s'est pas bien passé, c'est beaucoup la phrase tu sais, je suis très consciente de ce qui se passe en moi, j'arrive vraiment à le nommer, j'arrive à savoir ce que je dois faire, puis là, j'arrive en suivi, puis c'est comme si ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'arrive pas à le faire malgré tout. Ouais. Puis la personne a presque l'impression que oui, elle parle à son intervenant,
Mais c'est comme si il s'attendait à ce que son intervenant lui donne ce qu'il faut pour être mis à l'action. Ouais. Puis la personne s'est encore figée et donc va finir par être déçue de son intervention. Oui. C'est vraiment un vécu qui revient souvent chez les personnes qui ont un haut niveau de remise en question, un haut niveau de conscience de soi et de ses difficultés. Puis c'est pour ça que, même si on ne peut pas toujours en avoir le luxe, tu sais, il y a vraiment des types de thérapies différentes qui existent. Puis il y en a qui sont plus adaptés quand on a un niveau de conscience qui est bas. Puis il y en a qui sont plus adaptés quand on a le problème, ça veut plus être d'être mis en action. Ou tout ça. Puis c'est pour ça que c'est bien des fois même comme de faire des recherches par rapport à ça. Tenter de voir c'est quoi qui diffère d'un suivi à l'autre, qu'est-ce qui rencontre le plus nos besoins. Oui, c'est vraiment intéressant de savoir ça. Puis comme tu as dit, on n'a pas toujours non plus le luxe de pouvoir choisir quel genre d'intervention, quelle approche ou quel intervenant. Mais si jamais c'est possible, c'est certain de se questionner par rapport à ça. Ça peut toujours être facilitant. Puis tu sais, qu'est-ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'en intervention, c'est une collaboration entre toi et l'intervenant. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Puis je pense que, qu'est-ce que tu parlais au début, que parfois les personnes vont dire hey, l'intervenant, il est pas qu'il est pas assez présent, mais ils sont comme ça m'aide pas ou il manque quelque chose. Je pense qu'on est beaucoup habitués, les humains, d'aller consulter pour le physique. Si tu vas voir le médecin, ben, il va te prescrire ça, il va te dire quoi faire. On a cette habitude-là. Ouais. Comparativement à l'intervention, c'est vraiment différent. C'est une autre sorte de consultation. Donc, je pense qu'il faut quand même voir cette manière-là, puis de se dire que l'intervenant, son but, c'est, oui, que là, présentement, tu as besoin d'aide, mais que par la suite, tu sois capable de voler par tes propres ailes. Donc, absolument. C'est normal que l'intervenant va vouloir redonner du pouvoir à la personne, comme je l'ai dit tantôt. Là. Oui, vraiment, vraiment. Puis, écoute, là, tu sais, tu parles justement qu'on n'a pas toujours le luxe de choisir exactement ce qu'on veut. Ça reste quand même pertinent de savoir ce à quoi on réagit mieux en intervention, même si on ne peut pas toujours l'avoir. Tu sais, de savoir justement, OK, moi, est-ce que je réagis mieux à un intervenant femme, homme, autre? Est-ce que je réagis mieux à un intervenant qui est jeune, qui est plus vieux, qui est plus directif, ou qui est plus dans l'écoute empathique? C'est comme des questions à se poser. Puis généralement, tu sais, on réagit mieux à un intervenant qui est du même genre que nous, tu sais, selon là, les études. Mais c'est possible aussi que pour X raisons, on trouve ça comme peut-être plus difficile de s'ouvrir là, à quelqu'un qui a certaines caractéristiques qui ne matchent pas avec ce qu'on aimerait avoir. Ouais. Puis ça, c'est pas... souvent, je trouve que les gens, ils sont comme gênés quand ils me le disent. Ils sont genre, tu sais, ou même me dire, mais cet intervenant-là, je l'ai déjà eu, je suis pas sûre de bien l'avoir. Puis c'est comme si c'était une critique, puis là, il était mal à l'aise de dire, mais c'est pas une critique. T'as vraiment le droit de pas avoir accroché à quelqu'un parce que c'est quelqu'un. Comme dans ta vie, tu peux pas t'attendre à bien t'entendre avec tout le monde, mais tu peux pas t'attendre à bien t'entendre avec tous les intervenants non plus, parce que tu rencontres une personnalité, tu rencontres un vécu, tu rencontres une vision du monde également. C'est ça, chaque intervenant, comme tu as dit, sont différents. Même si la plupart vont avoir des cours qui se ressemblent, on a tous aussi notre personnalité. Puis comme tu as dit, il y a des personnes qui préfèrent que ça soit du même sexe ou que ça soit un sexe différent de ce que toi tu es. Puis je pense que ça, on peut le nommer, tu sais, au pire, ils vont dire ben, c'est pas possible, mais au moins d'essayer de le nommer. Moi, je me sens plus à l'aise quand c'est un homme. Si jamais il y a cette possibilité-là, que ce soit un homme, ben normalement, ils vont te le donner, mais ils vont t'offrir des consultations avec un homme. Là. Absolument, absolument. Puis, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, même si, comme je suis consciente là, que parfois ça peut être inaccessible, mais juste tout simplement, là, si jamais vous êtes ouvert à un suivi qui se fait là, j'allais dire en télétravail, mais je veux dire en visioconférence là, plutôt, là, c'est très possible. Hein, la recherche est très intuitive, très facile à faire sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec, où dans le fond, tu inscris adultes, enfants, grosso modo la problématique, puis le rayon géographique auquel tu vas. Puis là, tu as toute une liste avec une immense description des professionnels. Fait que, ça peut être difficile, des fois, quand on est au plus bas, même que je peux conseiller aux gens
aider les gens qui sont plus bas dans ces recherches-là, tu sais, ouvrir l'ordinateur, tu sais, envoyez-lui des recommandations que vous voyez, peu importe. Mais ça peut être bien, tu sais, à tête reposée, de regarder tout ça, de comparer, de se questionner dans ce processus-là. Même si là, c'est pas toujours possible. Ouais. Mais juste le processus de se questionner, de faire ces recherches-là, on apprend beaucoup sur nous, puis à quel type d'aide est-ce qu'on est plus réceptif. Et pas juste le type d'aide professionnelle. Tu sais, aussi les aidants naturels, là, psychosociaux, ben des fois, on se rend compte qu'on arrive plus à souffrir, mettons, avec ses chums de gars qu'avec sa conjointe. C'est normal, tu sais, il y a des fois des facteurs qui entrent en ligne de compte. Ouais. Puis je trouvais ça aussi intéressant, tu sais, de juste réfléchir à qu'est-ce que toi tu préfères. Puis, tu sais, si jamais tu peux pas choisir, tu sais, dans ta première rencontre ou deuxième rencontre avec l'intervenant, tu peux nommer tes attentes puis dire moi, tu sais, ça fit mieux quand, je sais pas, la personne va plus être à l'écoute, tu sais, moi j'aime plus ça. Ou tu dis, moi j'aime pas ça quand il y a des gros silences, tu sais. Je pense qu'on peut aussi le nommer. Donc, quand on n'a pas la possibilité de pouvoir choisir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, malheureusement, qui ont cette possibilité-là, je pense que ça peut être quand même un bon truc à utiliser. Absolument, oui. Ben, ensuite, je voudrais, parce que là, tantôt on a parlé des femmes, je pense que c'est important de savoir que les études ont prouvé que les femmes vont souvent surestimer leurs symptômes négatifs. Donc, ils vont plus voir les choses, je pourrais dire, comme plus gros. Ils ont l'impression qu'ils ont moins de compétences, qu'ils vont pas être capables de surmonter ça. Je pense que d'avoir cette rétrospection-là, ça peut vraiment être important avant le suivi. Puis, est-ce que ça fait en sorte que, justement, considérant qu'on surestime nos symptômes négatifs, les femmes, est-ce que ça fait en sorte qu'on doit moins aller chercher de l'aide ou il peut y avoir ça peut quand même être positif d'aller chercher de l'aide, même si on se rend compte qu'on en avait moins besoin que ce qu'on pensait? Vraiment, une bonne question. Honnêtement, je pense que on en parle depuis le tout début, t'as pas besoin d'être à terre pour aller chercher de l'aide. Il faut le normaliser. Puis, s'il y a des situations qui sont difficiles pour toi, simplement d'aller en parler à quelqu'un, de trouver des solutions avec cette personne-là, ça va te faire du bien et peut-être que ça va faire en sorte que tu vas pas arriver à être par terre. Donc, l'intervenant va pas être dans le jugement, puis il va pas se dire « Ah, cette personne-là, elle devrait pas venir, mais sans son problème n'est pas si gros que ça. » Jamais. Tous les problèmes, en fait, il n'y a aucun problème qui se compare. Chaque personne va vivre les situations d'une différente manière. Donc, c'est pas parce que les femmes, dans les études, ça a été prouvé qu'ils vont surestimer les situations ou leurs émotions qu'ils devraient pas aller chercher de l'aide. Je pense que, au contraire, peut-être que ça va juste leur redonner confiance puis leur dire « Hey, en fin de compte, ça va mieux que je pensais. » Je pense qu'on peut le voir de cette manière-là aussi. Absolument, absolument. Tu sais, oui, ça va mieux que je pensais, mais aussi de se dire hey, j'ai été capable de demander de l'aide, donc je peux le refaire à nouveau. Ouais. C'est comme si c'est rassurant de se dire ah, c'est juste ça, demander de l'aide. Ouais. Puis je suis capable de le faire. Quand ça va aller mal, je vais être à nouveau capable de le faire, justement. Oui. Puis je me demandais aussi, un peu comme on a parlé, la collaboration, tout ça, pour toi en tant qu'intervenante, tu le vois que est-ce que c'est venant des deux, de l'aider et de l'aidant? Comment tu vois ça? Ben, je pense vraiment, oui, c'est quelque chose qui se passe entre les deux parce que la collaboration, comme je disais, t'as le vécu, t'as le contexte, t'as l'histoire personnelle de la personne qui se fait aider, mais t'as aussi la même chose chez l'aidant. Puis il se construit quelque chose entre les deux. Et justement, il y a une richesse dans cette relation-là qui se crée de aidant à aider, dans lequel on peut vraiment bénéficier. Puis comme je disais tantôt, tu sais, la relation thérapeutique est vraiment importante pour la suite des choses, pour la collaboration, justement. Puis tu sais, justement, comme arriver au début, puis cerner, hey, ça se peut que ça soit comme des zones vraiment de vulnérabilité pour moi. Parce qu'en quelque sorte, des fois, là, on a l'impression que eux, leur but, c'est de tâtonner nos blessures, puis comme quand ils sentent qu'ils s'en blessent un peu plus, mais là, ils vont plus creuser. Leur but, oui, ça va peut-être être un peu de faire ça, un intervenant,
mais ça va être jamais de faire ça au détriment de la relation. C'est ça qui est différent. Puis c'est ça qu'on doit garder en tête, c'est que puis ça, je pense que c'est un message universel pour toutes les relations qu'on a de confiance, là, pas juste en intervention, mais dire à quelqu'un quoi ne pas faire avec nous, dire à quelqu'un ce qu'on n'aime pas, c'est un cadeau qu'on lui offre pour développer notre relation. Vraiment. Tu sais, parce que justement, c'est lui offrir ce qu'on offre, puis lui dire comme la relation que tu vas m'offrir va être plus authentique, elle va être vraie. Oui. Tandis que si je fais juste te montrer le beau puis le facile. Oui, vraiment. Puis ça va faire en sorte que tu vas créer un meilleur lien de confiance aussi avec l'intervenant. Puis c'est vraiment important parce que souvent, des fois, tu vas dire des choses que tu pensais même pas dire ou tu vas aller dans des réflexions que tu pensais même pas avoir. Exact. Puis, plus que tu as confiance, plus que tu te sens bien avec l'intervenant, ça va vraiment t'ouvrir sur des très belles réflexions qui vont extrêmement te faire cheminer. Oui, vraiment, vraiment. Puis tu sais, c'est pas... souvent, on dirait qu'on a l'attente de recevoir des réponses. Oui, des réponses puis des solutions très rapides. Oui. Ou, mettons que la personne devant nous, en un claquement de doigts, va tout comprendre de nous-mêmes sans qu'on aille à lui offrir. Dans les deux cas, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ouais. Puis c'est de se dire que cette pensée-là magique qu'on a de se faire aider tout de suite maintenant, puis le plus rapidement possible, puis aussi sans erreur, là. Ouais. Non. Mais je pense que ça vient aussi de la société, de l'environnement de productivité, de perfection qu'on est de plus en plus. Puis quand tu vis un suivi, je pense que tu le vois que c'est pas ça. Puis il y a des rencontres aussi qui vont être plus productives, je pourrais dire. Il y a des rencontres qui vont te faire réaliser plus de choses. Puis il y en a d'autres que non. Mais c'est correct parce que imagine si, je sais pas, tu as 10 rencontres, puis à chaque rencontre, c'est juste tout le temps, tu réalises plein de choses, mais tu n'as pas le temps de les assimiler. Tu n'as pas le temps de les assimiler parce que ça, dans les rencontres qui peuvent avoir l'air plus superficielles, moins profondes, le lien se construit quand même. Oui. Parce que, tu sais, c'est quand tu réfléchis, là, c'est très confrontant d'arriver dans une relation, puis directement, tu es la personne qui est aidée, puis qui reçoit, puis qui est écoutée, puis qui est vue, mais que toi, tu sais rien de l'autre. Ouais. Et c'est confrontant au bout. Fait dans tous les petits moments où l'intervenant va se montrer à toi, ou que, en quelque sorte, il y a vous allez les deux vous apprivoiser l'un et l'autre. Oui. Ça, même si ça peut avoir l'air de, ben mon Dieu, j'ai juste parlé pendant comme 30 minutes de ma fin de semaine qui était bien banale. Puis tu sais, il m'a juste posé des questions sur les endroits où j'ai mangé, puis tout ça. Bon, je sais pas nécessairement que ça peut ressembler à ça, mais même ce qui peut nous sembler banal, chez l'intervenant peut avoir une signification. Oui! Donc c'est ça, l'intervenant, il va aussi faire un travail extérieur qu'on va pas nécessairement voir. Si je donne par exemple les travailleurs sociaux, ils vont avoir un ordre réservé qui va être l'évaluation du fonctionnement social. Bien, il doit avoir une cueillette de données qu'il va faire. Donc, même si pour toi, en tant qu'aidé, tu ressens pas nécessairement que ça va avoir été utile, ben l'intervenant, lui, il sait où il s'en va, puis toutes les informations que tu vas lui donner, ça va semer une graine, je pourrais dire. Absolument. Puis si on peut continuer juste avant d'aller dans vraiment comment tirer le meilleur du suivi quand tu le vis présentement, je pense que c'est important de savoir qu'un suivi, ça comprend en fait 3 étapes. OK. Puis la première, c'est l'expression. Et l'expression, c'est qu'est-ce que je vis présentement. Donc, ça va être, par exemple, toi, tu es l'aidé, puis ça va être vraiment un peu comme une cueillette de données. Tu parles, t'expliques comment tu te sens, pourquoi tu as décidé de consulter, c'est quoi la situation qui a mené à une consultation, les émotions que tu vis. Donc, c'est un peu comme quand on dit j'ai besoin de ventiler, j'ai besoin de vider mon sac. C'est vraiment ça. Fait ça. Okay. Oui, ça serait vraiment la première étape. OK. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la compréhension. Parfois, on vit une situation, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'elle nous fait ressentir. On est un peu dans un nuage. Ouais. Mais là, ça va être vraiment de décortiquer le nuage avec l'intervenant. Donc, il va encore avoir de la ventilation, mais l'intervenant
va emmener des pistes de questions, des pistes de réflexion que vous allez pouvoir travailler ensemble. Oui, puis tu sais, c'est aussi d'amener la personne à aider à faire des liens. Oui. Tu sais, comme genre, c'est dur de voir par exemple un pattern quand tu le vis. Tu sais, t'es trop proche de toi-même. Fait, des fois, il faut ce recul-là que la personne nous amène. Oui. Un recul bienveillant, bien évidemment. Là. Très, très pertinent, ces reculs-là. Ouais. Puis c'est quoi la troisième étape? Je suis curieuse. La troisième, c'est la recherche de solutions. Puis parfois, on veut directement aller à celle-là. Hein? Tu sais, t'arrives, tu t'assois, t'es comme, bon, là, moi, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Non, on y va doucement. Puis, c'est vraiment la troisième étape parce que pour trouver des solutions qui te correspondent bien, ben, il faut que tu ailles réfléchir. Il faut que tu aies pu tout ventiler comment tu te sentais. Donc, c'est vraiment pour ça que l'étape est comme la dernière étape. Puis, l'intervenant, parfois, ça se peut qu'il dit « Hey, j'aurais un outil pour toi, je pense que ça pourrait t'aider. » Mais parfois, il va te demander « C'est quoi tu penses que tu pourrais faire? » Puis, tu vas être un petit peu aussi encore dans la réflexion de savoir qu'est-ce qui pourrait m'aider le plus. Et comme on a nommé, tu es l'expert de ton vécu. Donc, même si moi, je te dis tu préfères cet exercice-là, si toi, t'aimes pas trop un journal de bord, t'aimes pas ça, toi, écrire, mais même si moi, je te dis de faire ça, tu vas-tu réellement le faire? Ouais, puis tu sais, justement, ne pas aimer, ne pas adhérer à certaines choses, quand tu débutes un suivi, l'intervenant ne peut pas le savoir. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps avant d'arriver aux solutions, puis que idéalement, là, les solutions doivent venir de toi. Ouais. Puis ce qui est important à savoir, c'est qu'en intervention, là, je pense qu'on peut peut-être même, certaines personnes peuvent se demander, OK, ça sert à quoi d'inventer un intervenant si c'est au final, je ventile, mais comme on dirait toutes les étapes, c'est à moi de les faire, c'est même à moi de chercher les solutions. Ben, c'est parce que les solutions, tu sais, tu les avais en toi, mais tu n'étais pas encore rendu là. Oui. Puis aussi, ben, c'est que une intervention, en fait, là, avec un intervenant, c'est un endroit sécuritaire où tu te permets de les explorer, les solutions. C'est pas un endroit où tu es dans l'autocritique, c'est pas un endroit où tu te fais dire, ben moi, j'aurais pas fait ça comme ça, ou c'est pas un endroit où tu te fais invalider tes solutions, où on te dit, genre, ben c'est pas assez, ou c'est trop, ou tu surréagis. C'est un endroit qui te permet de faire le vide par rapport à ça et de vraiment avoir une réflexion positive là-dedans. Ouais, c'est beau. Qui est bienveillante envers toi. Oui, vraiment. Puis je pense aussi, c'est faux de dire que l'intervenant va jamais te donner d'outils. Non. Vraiment pas. Il va t'en donner. Mais je pense que si toi, tu donnes une idée, ben des fois, on va être comme, hey, là, elle me donnait une idée, j'en ai un outil qui ressemble à ce qu'elle me dit, ben je vais lui offrir. Oui. Puis on apprend aussi à connaître les personnes avec qui on a la relation d'aide parce que peut-être que tu te dis, ah, tu sais, ça, je sais qu'elle va pas aimer ça, ou ça, je sais que ça va pas fonctionner pour elle, puis c'est normal aussi, là. Absolument. Puis là, Laetitia, si c'est un petit intérêt chez moi, tu parlais il y a des trucs qu'on peut faire vraiment par rapport directement au suivi. Parce que là, on a des choses qui sont à savoir avant, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, un suivi, puis tout ça, mais en tant que tel, une fois que tu es dedans, c'est quoi qui peut t'aider à en tirer le meilleur? Premièrement, vraiment simple, qu'est-ce que je vais dire, mais de se présenter. Oh, mon Dieu! Ah, c'est suivi. Ça change la game, ça? Ben oui. On le sait que c'est pas toujours facile, puis j'ai l'impression que beaucoup de personnes, avant, tu sais, 24 heures avant ton suivi, ça me tente pas, tu sais, je pourrais faire autre chose, Mais, juste, y aller. C'est déjà un premier pas, puis c'est la base de tout. Puis si jamais il se passe quelque chose ou tu es en retard pour X raison, communique-là à ton intervenant, tu l'appelles, tu dis « Hey, là, il s'est passé ça, je vais arriver 15 minutes en retard. » Parce que aussi les intervenants, si on a l'impression que la personne ne se mobilise pas, oui, on a nos trucs et tout pour aider la personne à se mobiliser, puis c'est normal parfois d'être moins motivé, mais on doit quand même voir que la personne veut faire le suivi. Donc je pense que c'est vraiment une base importante à avoir. Oui, vraiment. Puis tu sais, ça se questionner par rapport aussi à ça. Puis quand tu dis que dans communiquer avec l'intervenant, je sais pas si tu connais un peu le concept là, de contrat pré-suivi, oui. Mais souvent, il n'y a pas ça dans tous les suivis. Habituellement, ça va être plus être
Je sais, mettons que l'approche psychodynamique va vraiment avoir là, la notion là, d'un contrat établi, puis après ça va dépendre de l'autre. Mais même quand il n'y en a pas un, ça peut être bien de spécifier ces termes-là avec l'intervenant. Oui. Absolument, c'est plus à la responsabilité de l'intervenant de les apporter, mais justement, tu sais, la durée des suivis, le nombre de rencontres, qu'est-ce qui arrive si tu te présentes pas. Discuter de tout ça, ça peut être pertinent, mais aussi les questionner, parce que l'intervenant a une raison de les mettre en place, ces mesures-là, que toi, tu ne comprends peut-être pas, mais quand tu arrives à les comprendre, c'est plus facile là, de les intérioriser puis de les respecter au final. Oui, vraiment. Puis je pense aussi de nommer nous, qu'est-ce qu'on pourrait voir important, parce que, tu sais, là, je dis être présent, mais l'intervenant se doit aussi d'être présent aux rencontres. Donc, je pense que, comme on l'a dit, c'est vraiment une relation que tu vas créer, puis souvent, dès la première rencontre, c'est là que le début commence. Absolument. Puis tu vois, là, une autre chose que j'ai observée qui peut vraiment peut-être être difficile à inclure quand on soit un civil, mais qui est essentielle, c'est d'arriver à cibler ces zones de vulnérabilité et ces mécanismes d'auto-sabotage. Puis ça, on dirait qu'on en parle beaucoup dans la vie quotidienne, de se dire comme ça c'est un trigger, ou ça c'est un sujet tabou dans ma famille et donc pour moi aussi, ou tu sais, ça c'est une manière que comme je m'auto-sabote dans mes relations. Ça, on entend beaucoup. Mais on les a aussi dans le suivi. Hein? Puis des fois, justement, quand on se met en retard, c'est une manière d'auto-saboter son suivi parce qu'on est inconfortable à grandir. Faut pas oublier que de la croissance, même si elle est positive, elle est inconfortable. Il faut aussi apprendre à vivre dans l'inconfort. C'est ça. Parce que, veux pas, on va chercher des zones de vulnérabilité. C'est pas toujours facile. Puis il y a des situations qui, tu sais, parfois il y a du monde qui vont consulter pour des situations vraiment traumatisantes. Traumatisantes, donc c'est certain que c'est pas facile de parler de cette situation-là, mais l'inconfort est valide aussi. Puis encore une fois, j'ai dit beaucoup de le nommer, mais de le nommer à son intervenant. C'est de dire, hey, aujourd'hui, là, je me sentais stressée de venir. Après ça, l'intervenant, il va faire du pouce là-dessus, puis ça va emmener aussi une discussion. Vraiment, vraiment. Tu sais, il y a une réflexion à avoir là-dedans. Puis quand l'environnement est autant bienveillant, il est autant libre, il est autant justement dans le non-jugement, et que quand même, on a comme des barrières comme ça, on découvre que les barrières ne sont pas autant dans l'environnement qu'on pensait, mais sont en nous. Oui, vraiment. C'est totalement raison, parce que tu peux avoir des barrières dues à l'environnement, tu te sens pas bien avec une personne, mais comme on a dit, dans l'intervention, normalement, tous les points plus difficiles sont pas là. Parce que c'est vraiment une place calme et tout, une place de confidentialité, comme j'ai nommé. Donc, si jamais toi, tu ressens quelque chose puis tu pensais que c'était à cause de ton environnement, ben ça se peut que tu réalises que c'est peut-être à l'intérieur de moi, puis je vais pouvoir en parler. Puis c'est une bonne manière aussi de le dire, ça, vraiment, là. Oui, absolument. Tu sais, des fois, c'est comme quand on fait face à un mur, à une limite, qu'on apprend qu'elle est là. Oui. Puis des fois, comme on dirait que nommer ces barrières-là à l'intervenant, c'est je pensais pas que ça serait facile de réfléchir à cette question-là. Comme là, genre, je bloque. Oui, c'est lui offrir la possibilité de respecter cette limite-là, mais c'est aussi lui offrir la possibilité de te donner les outils pour la dépasser. Oui, vraiment, vraiment. Tu sais, dans un cadre qui va te le permettre. Puis, un truc aussi, là, je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est quand je lisais sur c'est quoi que les études démontrent comme étant les qualités d'un intervenant. Il y a 3 qualités qui ressortent. Et ces 3 qualités-là sont très intéressantes parce que, oui, bon, là, on dirait qu'on est là pour, mettons, comment devenir un bon intervenant, comment savoir si on est un bon, mais c'est aussi pour savoir, est-ce que se poser certaines questions par rapport à c'est où que je juge les faiblesses de mon intervenant, puis comment est-ce que je peux lui apporter pour que... pour tirer le meilleur du suivi. Donc, les 3 qualités sont les suivantes. On a l'empathie, évidemment, la congruence et le regard positif. Puis on pourrait penser que ces 3 qualités-là, ça va être en
certains types d'intervention et moins chez d'autres, dans le sens que justement quelque chose de plus directif, mais on peut avoir l'impression que c'est moins empathique, mais au contraire. Puis, donc, les questions qu'on peut amener à se poser, ça peut être, est-ce que j'ai l'impression que la personne, que l'intervenant à qui je me confie, arrive à mettre mes lentilles, arrive à se mettre à ma place, sans nécessairement tomber dans la sympathie, donc sans nécessairement trop faire de lien avec son vécu. Oui, parce qu'il y a vraiment une différence entre l'empathie et la sympathie. Puis comme tu as dit, l'empathie, c'est tu vas être capable de comprendre ce que la personne vit, mais tu n'as pas besoin de l'avoir vécu, tu n'as pas besoin de te mettre à la place de la personne. Puis je pense que aussi de dire que l'intervenant n'a pas besoin d'avoir vécu toutes les mêmes choses que toi pour que le suivi t'aide, là. Non, vraiment pas. Parce que, tu sais, tout ce que la personne l'intervenant ne peut pas comprendre parce que, mettons, il l'a pas vécu ou sa réalité est trop différente de la tienne, il peut tenter d'aller chercher via des questions qui sont ciblées ou via certaines explorations de ton vécu. Fait que c'est jamais comme... C'est pas un prérequis que d'avoir quelqu'un, mettons, qui est vraiment exactement la même chose. Pour ce qui est de la congruence, ça va être vraiment de se demander, est-ce que je juge, est-ce que je me sens en confiance face à l'intervenant? Est-ce que, par exemple, je sens parfois qu'il y a comme un jugement ou des préjugés par rapport à ce que j'apporte, ou est-ce que c'est vraiment comme, il est plutôt comme dans une sorte de curiosité à mon égard, une curiosité bienveillante qui est dirigée vers ce qui est le mieux pour moi. Donc, tu sais, se poser ces questions-là, puis finalement, pour ce qui est du regard positif, est-ce que j'ai l'impression que mon intervenant me respecte? Et est-ce que j'ai l'impression qu'il me voit pour ce que je suis vraiment, ou il me sent comme enchaîné à mes problématiques? Tu sais, la ligne est mince entre surresponsabiliser la personne ou la survictimiser. Il faut trouver comme un équilibre là-dedans de comme la personne voit que j'ai du pouvoir sur certaines choses, mais elle comprend aussi les facteurs qui m'amènent à agir d'une certaine façon. C'est un équilibre qui est fragile. Donc, ça amène à se poser ces questions-là, puis dans ces pistes de réflexion-là, les apporter à son intervenant. Vraiment, là, un bon intervenant a un bon sens d'autocritique. Ça, c'est essentiel. Tu apportes ces éléments-là dans le respect, puis dans l'ouverture, puis ça peut vraiment réussir le suivi s'il y a un sens de l'autocritique, ce qui est essentiel pour la profession. Ça me fait un peu penser parce que je voyais sur les réseaux sociaux un peu les red flags ou les green flags des intervenants. Puis je pense que ça, c'est important aussi à nommer avec la possibilité qu'on parle beaucoup qu'il y a de plus en plus pour le bien-être, la croissance personnelle. Je pense que d'être vraiment au courant de ça, c'est extrêmement pertinent pour avoir, encore une fois, le meilleur de son suivi. Tu sais, si je pourrais continuer, on en a déjà un petit peu parlé tantôt, mais de s'impliquer dans le processus, c'est vraiment la clé. Puis, c'est pas seulement de ventiler. Quand tu ventiles, des fois, on le voit que tu fais juste comme chialer, tu fais juste garrocher un peu comment tu te sens. Mais ça va être aussi de trouver un sens à ton vécu. Puis ça, je pense que la différence entre un ami et un intervenant, l'intervenant va être capable de t'aider à trouver un sens au vécu comparativement à l'ami qui va peut-être être plus à l'écoute. Puis les deux, c'est extrêmement important, mais parfois, il manque le morceau de trouver un sens puis de recevoir les bonnes questions pour réfléchir. C'est ça, oui. Puis je pense que ça va un peu dans les 3 étapes que j'ai nommées tantôt. Il y a le ventiler, mais il y a aussi la réflexion, là. Absolument, exact. C'est jamais là, juste pour vider son sac. C'est pour le vider, mais voir ce qui est contenu aussi. Puis là, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui peut nous aider et tout, mais est-ce qu'il y a des obstacles à un suivi? Ben, je l'ai nommé rapidement tantôt, mais la pensée magique. Donc, vouloir que ça aille mieux maintenant. Des fois, c'est ça. Plus qu'on étire l'élastique, genre, donc plus qu'on attend avant de consulter, plus qu'on a le besoin urgent de recevoir un suivi. En fait, là, des fois, ce qu'on constate comme des fois chez l'intervenant peut devenir des faiblesses parce que si on est un intervenant qui est trop axé vers les solutions, qui va trop me donner des conseils ou des outils, ça peut venir au prix que quand on les respecte pas ou qu'on ne les fait pas, ça peut entraîner de la frustration chez l'intervenant. Parce qu'il faut se rappeler, c'est ça, l'intervenant, il est humain. C'est normal.
Puis, au contraire, justement, les intervenants qui vont être plus dans l'écoute, aussi ça peut venir avec certaines difficultés parce que le cadre va parfois être plus difficile à construire puis à s'édifier, puis le cadre est positif chez quelqu'un. Oui. Donc, ça peut être vraiment là, un obstacle là, auquel on fait face dans le lien entre l'aidant et l'aidé que de donner des solutions là, trop rapidement. Puis, c'est ça. Moi, je voulais te demander, parce que ça, là, on a beaucoup comme justement abordé ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à pas faire. Est-ce qu'il y a certaines nuances à apporter à tout ce qu'on vient de dire? Bien parce évidemment. que c'est pas aussi simple que ce qu'on dit, là. Non, bien évidemment, on l'a dit, le podcast est beaucoup dans la nuance. On aurait quasiment pu nommer notre podcast nuance. C'est vrai, hein? Mais on est vraiment beaucoup dans la nuance, puis je pense que c'est important, puis c'est ça aussi qui prouve pas la bonté, mais la bienveillance qu'on a puis qu'on veut offrir à nos auditeurs. Mais comme on a nommé un petit peu tantôt, l'épisode d'aujourd'hui, c'est pour tirer le meilleur du suivi, mais pas pour réussir le suivi. Il y a vraiment une différence entre les deux. Un suivi, on n'est pas là pour l'intervenant, on est là pour nous. C'est ça. Donc, si jamais il y a des situations plus difficiles qui arrivent pendant puis que tu t'attendais pas, ben c'est correct. Puis l'intervenant, normalement, il devrait, en fait, en tout temps, il ne devrait jamais axer sur la performance, mais plutôt sur la croissance. Oui. Ah oui, absolument. Puis tu sais, les outils qu'on donne à l'intervenant, souvent plus, ou en ayant conscience de certains biais, certains obstacles, c'est des outils qui vont servir à lui de nous aider, nous. Tu sais, c'est vraiment dans ce lien-là que se crée quelque chose. Oui. Puis, écoute, moi, une nuance que je voulais apporter, puis qu'on a spécifié plus au début un peu, c'est que justement, on a plein de conscience là, que c'est parfois inaccessible de recevoir un suivi. Encore plus inaccessible de recevoir quand c'est spécialisé. Et rapidement. Et rapidement aussi. Puis, tu sais, c'est pour ça que c'est quand on a, si jamais comme on a des doutes à qu'est-ce qui est comme bon pour nous, ou tu sais, dans le sens que on sait c'est quoi notre besoin, mais on sait pas c'est où aller chercher l'aide pour qu'elle soit peut-être rapide ou adéquate. Il existe toujours, tu sais, les accueils psychosociaux, le 811 infosocial, le 811 option 2. On peut passer par tout ça. Même, je sais là, que comme si vous êtes là, dans certaines régions du Québec, donc je sais là, au Canada, tu sais, la région du Grand-Montréal, la région de Gatineau, tout ça, où on peut faire plus de recherches pour ça. Là. Il existe aussi le 211, qui est une ressource spécialisée pour diriger vers les ressources communautaires, parce qu'il y en a beaucoup, mais on ne les connaît pas toujours. Oui, ben c'est ça, parce que, tu sais, il y a le communautaire, il y a le public, puis il y a le privé aussi. C'est ça. Puis je pense de s'adapter à notre besoin et à l'accessibilité qu'il y a pour notre situation à nous, c'est vraiment important. Puis on pourra aussi mettre les informations qu'on vient de nommer comme dans la barre d'informations. Je pense que c'est vraiment pertinent. Puis une dernière chose que je voudrais nommer et mettre de l'emphase dessus, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise raison de demander de l'aide. Non, jamais. Ça peut être parce que tu commences à vivre du stress, ou ça peut être, tu sais là je donne une situation comme plus intense parce que tu as vécu une situation traumatisante, tu as un traumatisme. Tout est valide. Puis je pense qu'il faut le nommer, il faut le dire, parce que moi souvent j'entends « mais c'est pas si pire, qu'est-ce que je vis? » C'est pas que c'est pas si pire, c'est que tu as le droit de demander de l'aide. Tout est valide, puis ça se peut que pour toi, un suivi, c'est juste, mettons, une rencontre one-on-one avec un intervenant comme de type psychologue ou travailleur social, puis que là, t'arrives et qu'on dise « ouais, ton besoin, je pense que ça répondrait plus à telle chose. Puis là, t'es comme « ok, mais moi, j'étais sûre que la relation d'aide, c'était juste de one-on-one, justement. » Mais ça veut pas dire que ton besoin est moins bon, ça veut juste dire qu'il existe des solutions qui sont alternatives à ça, qu'il existe des suivis alternatifs, puis c'est créer une ouverture face à tout ça, justement. Ça se peut que toi, ça c'est pas une rencontre est suffisante. Tu as juste besoin comme ça se peut que toi c'est un contexte qui va être plus informel. C'est pas quelque chose dans un bureau puis tout ça, mais comme tu sais de parler à quelqu'un de temps en temps ou lâcher un petit coup de fil. Puis c'est correct, il y a comme mille et une manières d'être aidé. Oui, vraiment. Parce qu'il y a mille et une manières d'avoir besoin d'aide. Ah, c'est beau, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, on a parlé un petit peu plus des rencontres individuelles, donc psychosociales, que ce soit avec un psychologue, psychothérapeute.
TSS, toutes les autres psychos et blablabla. Mais comme tu as dit, il y en a d'autres. Je pense que ça, c'est important de le savoir aussi. Puis de s'informer par rapport au type d'intervention, ça peut être vraiment aidant. Absolument. Ben écoute, un gros merci Laetitia pour aujourd'hui. Merci à vous là, de nous avoir encore une fois écoutés. Écoutez notre podcast de Mots Ennuyeux. Oui, on se revoit dans 2 semaines. Bye! Au revoir.